Sud Radio, le débat de la semaine. Et dans notre débat de la semaine, une question du jour qu'on vous pose sur Twitter depuis 7h du matin. Qu'est-ce que vous attendez du projet de loi pour le pouvoir d'achat qui va être examiné demain à l'Assemblée nationale? Quelle est pour vous la priorité? La baisse du carburant à 1,50 € le litre, c'est 56%. Une majorité pour vous, cette priorité. Une taxe sur les super profits des grands groupes, 31%. Vous êtes pour. Et le SMIC à 1 500 €, seulement 12%. Et puis bien sûr, vous continuez à voter et poster vos commentaires. On en débat tout de suite. C'est comme à chaque fois, on retrouve nos éditorialistes, journalistes politiques. Bonjour, Yoann Gillet. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien ce matin. Vous êtes un petit peu seul, figurez-vous. On attend le contact de François-Olivier Gisbert. Je crois savoir qu'il était au volant, donc j'espère qu'on va le retrouver sur une aire d'autoroute. Donc le débat est plus facile dans ce cas-là. C'est ça. Alors, la Macronie en rêverait de ce genre de situation, mais elle l'a plus. Justement, tiens, on va en parler de cette absence de débat. C'est sûr, Yoann, que l'ambiance risque d'être à nouveau agitée demain à l'Assemblée nationale. Je pense que le gouvernement redoute aussi que le projet de loi de pouvoir d'achat, et on va en parler, soit retoqué, comme ce fut le cas pour le projet de loi sanitaire. D'ailleurs, un petit mot sur l'allocution du président Macron qui avait parlé d'un coup de chaud nocturne et d'un attelage baroque à propos du vote commun des groupes de la NUPES et du RN. Vous qui aimez bien le sens des mots, attelage baroque, est-ce que ça vous inspire ? Ce qui est baroque surtout, c'est d'avoir une politique globalement qui dit tout et son contraire. Moi, ce qui est baroque, c'est le et en même temps. Donc, il est servi là pour le coup. Il a des attelages qui finalement sont aux deux opposés, aux deux extrêmes. Ça devrait lui aller puisqu'il a l'habitude de naviguer entre deux réalités politiques absolument contraires. Le et en même temps, il est incarné dans l'Assemblée nationale, donc il devrait être content. Vous ne pensez pas? Je suis pas sûr qu'il le soit. Je sais pas. Non, je pense pas non plus. Non, mais la bonne nouvelle dans cette affaire, à mon avis, on l'a déjà dit, c'est qu'au Parlement, de nouveau, on parlemente. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et surtout que la Macronie est sous contrôle. C'est-à-dire que l'arrogance, si vous voulez, n'est plus à l'ordre du jour. En tout cas, la Macronie ne peut plus se permettre d'être arrogante, sinon elle va payer cash. Et là d'ailleurs, la première démonstration de force, on l'a vu, c'était avec la loi sur la loi sanitaire. Oui, c'est ça, l'article 2 retoqué. Absolument retoqué. Pourquoi est-ce que dans l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, sur les bancs de l'Assemblée, les députés ont pu exulter, si je puis dire? C'est parce qu'ils ont pu vérifier la force finalement de cet outil politique qui consiste finalement à avoir une opposition forte. Une opposition forte, ça se traduit concrètement par la possibilité de ne pas signer de blanc-seing comme ça à une majorité qui voudrait pouvoir avancer sans opposition. Donc là, ils ont pu tester par cette opposition à une partie de la loi sanitaire, ils ont pu tester leur propre force et donc mettre fin à l'arrogance, à une espèce de condescendance qu'il pouvait y avoir peut-être les 5 années précédentes. Donc ça, c'est un premier pas. Attention, évidemment, bien sûr, il ne faudrait pas que ça devienne un jeu et une espèce de péché d'orgueil de l'opposition. C'est ça. Alors justement, on va parler de ce projet de loi pour le pouvoir d'achat. Il va falloir faire des concessions. Alors concessions, ça c'est le mot d'Elisabeth Borne, elle le martèle assez souvent. Mais alors là, il va falloir faire des concessions aussi bien à gauche comme à droite, côté LR, parce que dans le principal cheval de bataille d'ailleurs de toutes les oppositions confondues, le prix du carburant. Toutes les oppositions, un peu comme nos auditeurs d'ailleurs, veulent qu'elle soit baissée à 1,50 € le litre, soit par le blocage des prix, c'est pour la gauche, soit par une détaxe à droite, ça c'est pour le côté LR. Là, il faut rappeler quand même que Bercy prolonge jusqu'à l'automne une ristourne de 18 centimes sur litre de carburant. Donc là, cheval de bataille et sujet ô combien implosif, le carburant. C'est très compliqué. C'est le résultat d'un manque d'anticipation. Donc, est-ce que les mesures qui vont être prises là, en tout cas, est-ce que le projet de loi qui va être étudié est bon ou mauvais? En fait, la question se pose plus comme ça. La preuve, c'est que même la France Insoumise a dit, de toute façon, c'est mieux que rien. Ça veut bien dire que de toute façon, on va aller vers la recherche d'un compromis, d'un consensus. On ne va pas pouvoir rien proposer aux Français en termes de pouvoir d'achat, sachant que c'était la préoccupation numéro 1 pendant cette campagne présidentielle et ces législatives. Et c'est bien normal d'ailleurs, compte tenu de l'inflation. Donc oui, il va y avoir des concessions qui vont devoir être faites, mais les concessions, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elles vont être politiques, entre guillemets politiciennes? Parce que l'objectif va être de s'acheter une espèce de confiance progressive de l'Assemblée nationale.
Après, la deuxième chose, c'est est-ce que socialement, elles vont avoir du sens? Parce que c'est bien de réussir à faire du compromis politique, mais il ne faut pas que ce soit les Français qui le payent cash. Aujourd'hui, on a envie de donner effectivement du pouvoir d'achat aux Français. On aurait envie de supprimer, par exemple, une imposition très forte sur le carburant, des taxes très très fortes. Ouais. Et en même temps, il y a Bruno Le Maire qui nous a dit il y a quelques jours que nous avions atteint la cote d'alerte en termes d'endettement du pays. C'est-à-dire que la dette a complètement explosé. On est aujourd'hui, je crois que c'est 2900 milliards d'euros. Donc effectivement, renoncer à des taxes, c'est aussi prendre le risque de s'endetter de manière supplémentaire. On est à plus de 100% du PIB en termes de dette publique. On est à, je crois que c'est 114,5%. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de créer pour nos générations, c'est une catastrophe absolue. Ouais. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on donne et qu'on prend en ce moment, c'est les autres qui vont le payer. Ce sont nos enfants, voire nous-mêmes, hein, par ailleurs. Hein. Donc c'est très difficile de savoir par où prendre le problème. Ah évidemment. Bah c'est clair. Yohann Gillet, vous n'êtes plus tout seul dans votre débat avec vous-même, puisque Franz-Olivier Gisbert nous a rejoint et je pense qu'il est au volant de sa voiture. Alors justement, on parlait de la baisse du carburant. Oui. Ça va, Franz ? Oui, ça va très bien. Bah, faites attention à ce que conduire tout en réfléchissant. Oui, sur l'autoroute, je roule pas vite. Hein. Bon, bah, vous pouvez me faire confiance. Eh ben, vous ne roulez... Je suis un conducteur très prudent. Voilà, vous ne rouliez pas vite. François-Olivier, on était en train de discuter avec Yohann Gillet de ce projet de loi pour le pouvoir d'achat qui va être examiné demain à l'Assemblée nationale. Et forcément, le gouvernement va devoir faire des concessions pour que ce projet ne soit pas retoqué. Et comme vous êtes au volant, on parlait du prix du carburant. Toutes les oppositions, LR, NUPES, veulent une baisse à 1,50 € le litre, ce qui n'est pas encore en tout cas l'avis de Bruno Le Maire qui dénonce une folie financière. N'empêche qu'il va falloir quand même faire des concessions quand on sait en plus quand même que la hausse du carburant était à l'origine du mouvement des Gilets jaunes aussi. C'est quand même symbolique. Le prix du carburant, quand on vit en province, comme c'est mon cas, et pas à Paris, on se rend compte que c'est absolument un capital pour beaucoup de gens qui font parfois 40, 50 kilomètres aller puis retour, ce qui fait parfois 100 dans la journée, pour aller bosser. Et donc, quand on augmente le prix, on rend très compliqué pour eux, je dirais presque, le maintien de leur travail. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'histoire de la révolte des Gilets jaunes. Donc il faut faire attention sur ce point. Ensuite, il y a un problème effectivement de justice. C'est-à-dire que les populations les moins favorisées doivent bénéficier quand même, je dirais pas d'une aide parce que c'est pas une aide. Il s'agirait simplement d'être un petit peu plus prudent et raisonnable en matière de taxes. Alors j'ai bien aimé le raisonnement de Yohann Gillet tout à l'heure sur à la fois c'est très compliqué parce que c'est vrai que la France est surendettée, c'est clair aujourd'hui, et c'est un endettement dangereux parce que c'est un endettement à l'étranger, ce qui n'est pas le cas de l'endettement italien ou de l'endettement japonais. Par exemple, nous avons un endettement, ce sont les Chinois, le Qatar, allez leur expliquer après, comme dirait Mélenchon, allez on efface la dette et puis on recommence. C'est impossible, c'est impossible. Donc là, de ce point de vue, on est dans un étau. Il y a un deuxième étau aussi qui est important, ce sont les dépenses publiques. D'ailleurs, qui va tout à fait avec l'endettement, c'est-à-dire plus ces dépenses publiques augmentent, n'oubliez pas que nous avons le record de dépenses publiques dans le monde, et ce record public d'ailleurs, on est ex aequo avec un autre grand pays, c'est entre guillemets le Danemark, et le Danemark, lui, contrairement à nous, il n'a pas de déficit, il a peu d'endettement, c'est-à-dire il gère bien. Mais nous, chaque nouvelle réforme, ou chaque nouveau cadeau aux électeurs, c'est effectivement une addition qu'on laisse pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est-à-dire on s'endette. Et ça, c'est sûr qu'on ne peut pas continuer. En même temps, je pense que la majorité actuelle la majorité relative actuelle, mais c'est une majorité légitime, contrairement à ce que dit la NUPES, cette majorité, elle doit apprendre à faire des compromis, comme il y en a dans tous les pays. C'est-à-dire que je trouve que, bien sûr, et là, il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles, ils regardent ce qui se passe, ils voient, ils comprennent. Et donc, je pense que le temps du n'importe quoi, ça doit s'arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'hystérie,
dans une partie de l'opposition, je pense évidemment notamment à la NUPES, mais à un moment donné, ça ne pourra pas continuer parce que les Français ne sont pas si bêtes et je pense que les Macroniens doivent apprendre à faire des compromis comme Angela Merkel en a fait toute sa vie, c'est ça. Regardez ce qui se passe aussi aux États-Unis avec le Congrès, le Sénat, le président, les gens discutent et c'est normal. Il faut sortir de cette culture jupitérienne. On voulait pas de Jupiter, il paraît que maintenant on a quelqu'un. C'est ça. Qui bossent tous ensemble, puisque les Français l'ont voulu, qu'ils apprennent à bosser ensemble. D'accord. Et juste, on va reprendre le débat dans quelques instants avec vous, Yohann Gillet, François-Olivier Gisbert. Peut-être profitez-en pour faire une petite pause sur une autoroute pour poursuivre la conversation. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Il est 9h14. À tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. Et c'est la suite de notre débat avec les deux journalistes politiques, François-Olivier Gisbert qui est en train de se garer sur une aire d'autoroute, ce qui est plutôt mieux, et Yohann Gillet autour de cette question qu'on vous pose sur Twitter. Qu'est-ce que vous attendez du projet de loi pour le pouvoir d'achat qui va donc être examiné demain à l'Assemblée nationale? Quelle est pour vous la priorité? Baisse du carburant à 1,50 € le litre pour 56% de nos auditeurs. Et je vais vous faire rebondir là-dessus, Yohann, 31% de nos auditeurs sont aussi pour une taxe sur les super profit des grands groupes, et il se trouve que ça c'est une proposition commune de toutes les oppositions demain, cette taxe pour les grands groupes qui ont profité finalement de la hausse de prix. Là à ce niveau-là, on l'a entendu le 14 juillet, le président Macron a évoqué une contribution, mais ça reste quand même bien vague. Alors vous disiez tout à l'heure que le gouvernement va devoir faire des compromis pour que ce projet de loi passe. Oui, notamment Total, qui, si on veut rassembler les deux sujets, à la fois l'essence et puis la question des profits, Total a battu tous les records. Ça veut donc bien dire que finalement, quand on dit qu'il y a une crise au niveau du carburant, il y a une crise à partir du moment où on veut garder absolument le même train de vie, si je puis dire, au niveau des entreprises. Évidemment qu'il faut... le président de la République, pendant son intervention du 14 juillet, a appelé à la sobriété. La sobriété, c'est pas juste faire des économies dans nos consommations, c'est faire aussi c'est une sobriété sur les bénéfices. Bien sûr. Alors, évidemment, vous parlez de François-Olivier Gisbert, qui roulait actuellement sur l'autoroute, effectivement. Rouler à 120 km/h au lieu de 130, ça permet d'économiser 1 litre sur un parcours de 100 km. Bon, ça c'est peut-être ce que vont faire les Français. Il faut donc que les entreprises elles-mêmes soient capables à un moment donné de renoncer à une part de ces bénéfices. Alors, c'est aussi le gros problème de ces lois. Vous avez vu que ce qui fait débat surtout sur la loi, sur ce pack pouvoir d'achat, c'est le fait qu'on aille beaucoup sur la notion de prime. Sur des primes qui en fait sont encore une fois des choses qui ne s'inscrivent pas dans la durée. C'est-à-dire c'est les pansements, quoi. C'est la politique alors, ce sont des pansements, c'est-à-dire qu'on maintient des gens sous anesthésie, c'est-à-dire qu'on prolonge leur capacité à survivre, mais on ne change pas la condition de vie de la population française. Parce que là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dépense au lieu d'investir. Une population qui se porte très bien, c'est une population qui pourrait consommer et faire des projets. Et là, pour l'instant, elle ne pourra à peine consommer, elle va se maintenir et elle ne va pas investir dans des projets. Ça, c'est le problème. C'est le problème de cette loi d'une manière générale. Oui, pardon, allez-y. On va faire réagir à ce sujet, Yohann Gillet, François-Olivier Gisbert. La logique des primes, c'est les pansements? Oui. Évidemment, mais on est dans une période où tout le monde est blessé, tout le monde va être blessé parce que l'inflation qui est aujourd'hui à un rythme relativement important, mais plus faible qu'en Allemagne ou ailleurs, mais qui va monter, on peut même peut-être s'attendre à une inflation de 15% l'an prochain. Bon, l'inflation, on sait très bien que c'est la gale notamment pour les populations les moins favorisées. Et ces populations-là, évidemment, il faut trouver une solution pour leur faire passer cette mauvaise passe, si je peux me permettre. Je crois que c'est absolument essentiel. En même temps, l'idée de taxer les grandes entreprises, moi je veux bien, effectivement, mais il y a quelque chose que les gens oublient toujours, c'est que quand on les taxe, on prend le risque qu'elles partent. Parce que ces grandes entreprises... mais ça c'est toujours l'argument qu'on donne. Non, mais c'est pas l'argument. Excusez-moi, regardez l'histoire toute récente. Regardez la taxe à 75% de François Hollande. Vous avez vu comment ça a marché. À la fin, ça ne rapportait plus rien. C'est-à-dire, tout le monde était parti en Belgique, en Suisse ou ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons des grandes entreprises françaises qui sont des fleurons. Toutes ces grandes entreprises, elles gagnent leur argent, principalement d'ailleurs, à l'étranger. Elles le rapatrient ici, leur siège sont là. France. Rien ne les empêche de changer leur siège. Non, ce que je veux dire... Non, mais France, pardon, il ne peut pas y avoir les super
super profit d'un côté, la sobriété pour les autres, non? Attendez, mais je suis d'accord, évidemment. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des difficultés. Et je pense que les grandes entreprises, d'abord, il faut les associer, il faut leur faire comprendre. Et je pense que certaines, on voit bien, Total Energy, ont compris ça. Ils ont des petits problèmes de conscience. Parce que, oui, il arrive aussi que les grandes entreprises et des consciences. C'est assez rare, je reconnais, mais c'est vrai que ça peut arriver. Et donc, je pense que si c'est une taxe, elle ne peut être que transitoire, et il faut vraiment prendre un engagement là-dessus parce qu'on peut avoir des problèmes à terme. Vous savez, on est aujourd'hui dans un monde concurrentiel et c'est vrai que si on taxe trop les entreprises, les grandes entreprises, nos grosses multinationales, elles vont aller ailleurs, c'est tout. Tout le monde, le reste du monde leur tendra les bras, vous voyez. Donc il faut là-dessus être prudent et sérieux. Et je pense que c'est pour ça que c'est important que ce débat ait lieu à l'Assemblée nationale, qu'on recherche des compromis, et je dirais sous les yeux des Français. Les Français, je le répète, qui ne sont pas des imbéciles, contrairement à ce que pensent un certain nombre de dirigeants de partis politiques. Ça, c'est sous les yeux des Français. Du coup, ça se fait à l'Assemblée nationale. On ne s'est jamais aussi moins ennuyé. Maintenant, c'est plus une chambre d'enregistrement. Pour le coup, il y a une transparence de débat. Oui, enfin, il se dit aussi beaucoup de bêtises. Moi, j'étais très choqué, par exemple, par la déclaration de Mathilde Panot sur Macron. Dieu sait si je suis pas macroniste, mais enfin, dire que Macron a fait l'éloge de Pétain, non mais quelle bêtise. Enfin, c'est incroyable. Et ça, le ton du débat, je veux dire, je pense à un moment donné, tout ça va se retourner parce que Macron n'a pas dit ça. Il a dit que ça avait été un grand soldat en 14-18. Bah oui, c'est évident, c'est dans tous les livres d'histoire. Et en même temps, il avait dit que il avait, oui, c'était vautré, disons, dans des histoires funestes pendant l'occupation. À aucun moment il a dit que Pétain était un grand homme qui avait sauvé la France en 40. C'est honteux de dire ça. Ouais, on en parle. On pourra en faire un autre sujet de débat si vous voulez. Juste pour revenir à ce projet quand même pour le pouvoir d'achat. Vous le dites, c'est un texte hautement politique et symbolique quand même pour le soi-disant Macron 2 quinquennat. C'est la priorité des Français quand même, Yoann Gillet. Au-delà la priorité. Ouais, c'est la priorité des Français. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est à voir s'ils vont privilégier, la tactique politique pour essayer de faire en sorte que l'hémicycle ne se transforme pas en une espèce de champ de bataille et que ce soit encore une fois les Français qui le payent. Est-ce qu'ils vont essayer de sortir par le haut d'une espèce de grande politique sociale qui va permettre de véritablement sauver le pays, quitte finalement à braquer aussi l'Assemblée nationale en essayant d'emmener au bout leur logique et pas de faire du rafistolage avec des amendements qui viendraient d'un peu partout et qui ne donneraient plus de cohérence globale à ce projet, parce que effectivement il y a la dépense publique à maîtriser. Moi, il y a un truc qui me choque quand même dans cette affaire, mais Frantz a raison sur le constat, bien sûr, mais idéologiquement c'est vrai que c'est très compliqué à accepter. Vous vous rendez compte, c'est exactement ce qui se passe depuis le début du quinquennat Macron. On supprime l'impôt sur la fortune parce que on a peur que les riches se barrent de France, et par contre on fait tout peser sur les retraités parce qu'on sait qu'eux ils n'auront pas le pouvoir de faire du chantage et donc de se barrer de France. C'est insupportable. C'est insupportable que finalement on ploie devant ceux qui ont la possibilité de faire un bras de fer et de dire si vous n'êtes pas content, enfin si vous nous taxez trop, nous on se barre, et que les autres, ceux qui ne peuvent pas se barrer, eh bien c'est sur eux qu'on fasse supporter l'effort. Donc non, il va falloir que nos entreprises françaises, les plus riches, je parle de celles qui font des gros capitaux, qui versent des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de dividendes à leurs actionnaires et des salaires phénoménaux qui permettent à certains patrons de vivre plus de 10 vies, sans aucun doute. On a besoin d'une seule vie normalement. Après, s'il y en a qui croient au paradis, ils se débrouilleront, mais nous c'est le terrestre qui nous intéresse là. Et il est très important qu'il y ait un patriotisme, puisque le président a parlé d'économie de guerre, eh bien que les grosses entreprises soient patriotes, qu'elles montrent l'exemple, puisqu'elles sont le fleuron. Le fleuron, il est non pas à l'arrière, mais il est à l'avant normalement. Voilà, sur tous les sujets. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Patriotisme. Et puis, François-Olivier Gisbert, on vous laisse reprendre la route. Vous roulez pas trop vite, parce que ça coûte cher. Non, mais je ne roule pas vite du tout, justement. Je suis écolo, vous savez. J'ai même honte de ne pas avoir une voiture électrique. Donc, je roule lentement, et je me suis arrêté tout de suite dès que j'ai pu parce que je suis contre le téléphone en voiture. Voilà. Merci. François-Olivier Gisbert qui est un écolo et un décroissant. Ça alors, bonne route à vous, merci. Oui, bien sûr, mais ne soyons pas pour autant démagogiques, parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Yoann Gillet sur les grands profits. Bon, en même temps, il faut être prudent, il ne faut pas être bête.
Parce que, Ok. Je vais essayer. On recevra, Ouais, c'est ça. on recevra nos mesures démagogiques en boomerang. Donc, il faut les prendre, mais il faut les prendre avec doigté et intelligence. Ok, Voilà, absolument, avec prudent mais pas diplomatie, bête. avec diplomatie, On on a est bien d'accord. compris. Merci à tous les deux, à Yoann Gillet, François-Olivier Gisbert, et on se retrouvera dimanche prochain avec grand plaisir. Allez, à suivre dans quelques instants la petite philo de l'été avec le philosophe Vincent Cespedes. Bah tiens, on va parler de l'amour un peu. L'amour au temps de MeToo et de Tinder. Tout un programme, il est 9h25.